Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'on explore les vies extraordinaires qui se cachent derrière les projecteurs, les voix qui ont marqué des générations et les destins qui forcent l'admiration. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur de l'une des plus grandes légendes de la musique mondiale, Céline Dion. Pendant plus de 30 ans, elle a été une tornade sur scène, une artiste capable de faire vibrer des stades entiers, de transformer des chansons en hymnes universels et de bâtir un empire qui dépasse l'imagination. Avec 250 millions d'albums vendus, 2 résidences historiques à Las Vegas qui ont réinventé le spectacle vivant, une ligne de parfums ayant généré près d'1 milliard de dollars en vente et des tournées mondiales qui ont rempli les plus grandes arènes aux 4 coins de la planète, Céline Dion a atteint des sommets que peu d'artistes osent même rêver. Pourtant, en 2025, après une longue et courageuse bataille contre une maladie rare, après avoir surmonté des pertes personnelles déchirantes, elle a choisi de s'éloigner discrètement des lumières, laissant derrière elle une fortune estimée à 800 millions de dollars. On pourrait croire qu'un tel succès apporte sérénité, stabilité, bonheur. Mais la réalité est bien plus complexe. Chaque dollar de cet héritage colossal a été gagné au prix de souffrances physiques intenses, d'absences prolongées auprès de ses enfants, de nuits blanches à chanter malgré la douleur, de larmes versées en silence après la mort de l'homme qui a tout façonné dans sa vie, René Angélil. Aujourd'hui, les regards se tournent vers une question brûlante. Qui héritera de cette fortune? Qui contrôlera cet empire bâti sur la sueur, le talent et une détermination sans faille? Et surtout, cet argent immense unira-t-il sa famille ou risque-t-il de la déchirer? Préparez-vous, car nous allons parcourir chaque étape de cette vie hors du commun, des débuts modestes dans une petite ville du Québec jusqu'au sommet de la gloire planétaire, en passant par les combats les plus intimes, les sacrifices les plus lourds et les interrogations qui planent aujourd'hui sur l'avenir de cet héritage. Remontons d'abord aux origines. Car pour comprendre Céline Dion, il faut revenir à l'humilité de ses racines, à cette enfance marquée par la musique, la famille nombreuse et une précarité financière qui aurait pu étouffer n'importe quel rêve. Elle voit le jour le 30 mars 1968 à Charlemagne, une petite municipalité située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Montréal, au cœur du Québec rural. Céline Marie-Claudette Dion est la cadette d'une fratrie impressionnante de 14 enfants. Oui, 14 frères et sœurs dans une maison modeste où l'espace était rare, mais où l'amour, la musique et la foi catholique étaient omniprésents. Ses parents, Thérèse et Adhémar Dion, sont des gens simples, travailleurs, profondément attachés à leurs valeurs. Adhémar joue du violon, Thérèse est une violoniste talentueuse et compose à ses heures. Ensemble, ils tiennent un petit piano-bar nommé le Vieux Baril, un lieu chaleureux où la famille se réunit souvent pour chanter des airs folkloriques québécois, des ballades populaires, des harmonies transmises de génération en génération. Dans cette maison où la musique n'est pas un loisir, mais une nécessité, une façon de s'évader, de créer du lien, de survivre même à la pauvreté, Céline grandit entourée de voix, de rires, de mélodies. Dès l'âge de 5 ans, elle se joint aux chants familiaux. Sa voix, déjà à cet âge, attire l'attention. Sa mère, Thérèse, la décrit comme pure, instinctive, chargée d'une émotion qui dépasse de loin ses jeunes années. Elle n'a pas encore 10 ans qu'elle monte sur la table du piano-bar pour interpréter des chansons, faisant taire la pièce entière par la puissance et la clarté de son timbre. À 12 ans, avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques, elle compose sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve. Une démo rudimentaire est enregistrée par son frère Michel, qui l'envoie, presque sur un coup de tête, à René Angélil, un ancien chanteur pop reconverti en manager à Montréal. La cassette est basique, la production minimaliste, mais quand René écoute la voix de cette gamine de 12 ans, il est submergé par l'émotion. Il pleure, littéralement. Il y voit non pas seulement du talent, mais une destinée exceptionnelle, un diamant brut qu'il doit absolument polir. Tellement convaincu de son potentiel, il hypothèque sa propre maison pour financer le premier album de Céline, La Voix du bon Dieu, sorti en 1981 quand elle n'a que 13 ans. À partir de ce moment, René Angélil devient bien plus qu'un manager. Il est son mentor, son protecteur, son guide dans un monde impitoyable qu'est l'industrie musicale. Il croit en elle comme personne, et il va tout faire pour la mener au sommet. Les années 1980 sont celles de l'ascension fulgurante dans le monde francophone. Sous la direction implacable de René, Céline enchaîne les albums en français, 9 en tout avant ses 18 ans. Elle remporte des prix au Canada, en France, en Suisse, en Belgique. Sa voix, déjà capable de couvrir 5 octaves, commence à faire parler d'elle bien au-delà des frontières québécoises. En 1988, à tout juste 20 ans, elle représente la Suisse à l'Eurovision avec la chanson Ne partez pas sans moi.
Sa performance, chargée d'émotion, de précision vocale et d'une intensité rare, lui vaut la victoire et une visibilité européenne immédiate. Les portes du vieux continent s'ouvrent grand. Mais René Angélil a une vision plus grande, plus ambitieuse. Conquérir le marché anglophone, un défi colossal pour une jeune Québécoise qui parle à peine anglais et dont l'accent francophone pourrait être un frein. Céline s'y met avec une discipline de fer, une détermination qui force le respect. Elle prend des cours intensifs à New York, travaille sa prononciation heure après heure, enregistre des démos en anglais jusqu'à ce que sa diction soit parfaite. En 1990, elle sort Unisson, son premier album en anglais, suivi de Céline Dion en 1992. Le succès est là, mais modéré, encore timide. C'est en 1996, avec Falling Into You, qu'elle explose véritablement sur la scène mondiale. L'album remporte 2 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, et se vend à plus de 32 millions d'exemplaires. Les critiques sont unanimes, les fans du monde entier tombent sous le charme. Puis vient 1997 et le moment qui change tout, le moment qui grave son nom dans l'histoire du cinéma et de la musique. James Cameron lui propose d'enregistrer My Heart Will Go On pour la bande originale de Titanic. Céline hésite, trouve la démo trop dramatique, trop théâtrale. Mais René insiste, la pousse à tenter l'expérience. Le résultat est historique. La chanson domine les charts pendant des mois, se vend à plus de 18 millions d'exemplaires, remporte un Oscar de la meilleure chanson originale et un Grammy. Elle devient un symbole culturel indélébile, associé à jamais à l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Céline Dion n'est plus une star montante, elle est une icône planétaire, une voix que le monde entier reconnaît, une artiste capable de transformer une simple mélodie en un hymne à l'amour et à la résilience. Mais derrière cette ascension vertigineuse, il y a une histoire d'amour complexe, profonde, parfois controversée, avec René Angélil. Leur relation commence alors qu'elle n'a que 12 ans et lui 38, mais elle reste strictement professionnelle pendant des années. Ils commencent à se fréquenter en secret lorsqu'elle a 19 ans, attendant qu'elle ait 20 ans pour officialiser leur romance et éviter les ragots. En 1994, ils se marient lors d'une cérémonie somptueuse à la basilique Notre-Dame de Montréal, retransmise en direct à la télévision et suivie par des millions de téléspectateurs au Canada et en France. René n'est pas seulement son mari, il est son pilier émotionnel, son conseiller spirituel, le cerveau derrière chaque décision de carrière, chaque contrat, chaque tournée. Leur vie de couple est marquée par des épreuves, notamment l'infertilité qui pèse lourdement sur Céline. Elle révèle plus tard avoir subi de multiples traitements de FIV, avec leurs effets secondaires hormonaux épuisants, les montagnes russes émotionnelles de l'attente, les espoirs brisés à chaque échec. En janvier 2001, après des années d'efforts, naît leur premier fils, René Charles. Céline met sa carrière en pause pendant 2 ans pour se consacrer pleinement à la maternité, un choix rare dans l'industrie musicale. En 2010, après une fausse couche déchirante et 6 nouvelles tentatives de FIV, elle donne naissance à des jumeaux, Nelson et Eddie, en hommage à Nelson Mandela et au compositeur Eddie Marnay, qui avait produit ses premiers albums. La famille est enfin complète, mais les défis ne s'arrêtent pas là. Céline jongle entre les tournées mondiales, les enregistrements en studio et les nuits blanches avec ses bébés, prouvant qu'elle peut être à la fois une superstar et une mère dévouée. En 2013, le cancer de la gorge de René, diagnostiqué une première fois en 1999 et vaincu à l'époque, réapparaît avec une violence inouïe. Céline suspend tout, tournée, album, projet, résidence. Elle devient sa soignante à temps plein, présente à chaque rendez-vous médical, surveillant chaque repas, chaque dose de médicaments, apprenant à manipuler du matériel médical complexe. Elle dort sur des chaises d'hôpital, murmure des encouragements même quand sa propre force vacille. Ces années, elle les décrira plus tard comme à la fois dévastatrices et sacrées. « Il voulait mourir dans mes bras », confie-t-elle au magazine People. Et j'ai été honorée d'être là pour lui. Le 14 janvier 2016, René s'éteint à l'âge de 73 ans. 2 jours plus tard, son frère Daniel succombe à son propre cancer. En l'espace de 48 heures, Céline perd son mari, son manager, son amour, son partenaire de vie et un frère. Le chagrin est abyssal, presque insurmontable. Pourtant, quelques semaines plus tard, elle remonte sur la scène de Las Vegas, vêtue de noir, la voix tremblante d'émotion. Elle s'adresse au public avant même de chanter une note, René a toujours dit que le spectacle doit continuer. Ce soir, c'est pour lui. La foule se lève, en larmes, unie dans le deuil et l'admiration. À partir de ce moment, chaque performance devient un hommage vivant, un acte de résilience, une promesse tenue à ses enfants.
Les chansons d'amour prennent une dimension nouvelle, les ballades puissantes résonnent comme des cris de survie, les saluts en rappel sont des déclarations d'amour à l'homme qui a tout sacrifié pour elle. Parlons maintenant de l'empire financier qu'elle a bâti, cet empire qui fait d'elle l'une des artistes les plus riches de l'histoire. En 2025, sa fortune est estimée à 800 millions de dollars, un chiffre qui dépasse le PIB de certains petits pays. Mais cet argent n'est pas tombé du ciel, il n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. Chaque centime a été gagné à la sueur de son front, au prix de sacrifices immenses, d'épuisement physique, de nuits blanches, de douleurs cachées derrière le sourire éclatant des projecteurs. Les ventes d'albums, avec plus de 250 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, représentent environ 250 millions de dollars de revenus directs pour Céline. Mais c'est à Las Vegas que Céline a réécrit les règles du jeu. En 2003, elle accepte de lancer une résidence au Caesars Palace, à New Day, un pari fou à l'époque. Les experts de l'industrie se moquent, voyant Las Vegas comme le cimetière des carrières des stars sur le déclin. Céline prouve le contraire. Le spectacle devient un phénomène culturel, une révolution dans le monde du divertissement live, rapportant 385 millions de dollars en recettes. Elle revient ensuite avec une seconde résidence, simplement intitulée Céline, qui génère 296 millions supplémentaires. Au total, ces deux résidences à Las Vegas cumulent plus de 680 millions de dollars, redéfinissant pour toujours ce qu'une résidence peut être, un spectacle complet, une expérience immersive, un événement incontournable. Mais derrière ces chiffres impressionnants, il y a des milliers de nuits passées loin de ses enfants, des répétitions jusqu'à l'épuisement total, des spectacles donnés malgré des spasmes musculaires, une insomnie chronique, une douleur croissante dans le diaphragme et la colonne vertébrale, symptômes précoces de la maladie neurologique qui la frappera plus tard. Céline n'a jamais annulé à la légère. Elle a toujours tout donné, même quand son corps criait stop. Les tournées mondiales, elles, ont été encore plus éprouvantes. Elle cumule un revenu brut total de 1,1 milliard de dollars, plaçant Céline parmi les artistes live les plus rentables de l'histoire. Mais ce succès s'est fait au prix de souffrances physiques et émotionnelles que peu ont vues. Son équipe a admis plus tard qu'elle avait mené des tournées entières avec des spasmes, une fatigue extrême, une voix qui vacillait parfois en coulisses. Pourtant, sur scène, elle était impeccable, offrant à chaque public le spectacle complet, la voix puissante, les notes aiguës tenues jusqu'au bout. Céline n'a jamais triché avec son public. En dehors de la musique, elle a su diversifier ses revenus avec une intelligence rare. Sa ligne de parfums, Céline Dion Parfum, lancée en 2003 en partenariat avec Coty, a dépassé toutes les attentes. Elle a généré plus de 850 millions de dollars en vente au détail mondial, rapportant à Céline entre 50 et 75 millions de dollars en redevances personnelles. Elle a signé des contrats publicitaires juteux avec L'Oréal et Air Canada, des campagnes qui ont ajouté des dizaines de millions à son empire. Ses biens immobiliers s'étendent sur plusieurs continents et reflètent les différentes phases de sa vie. La propriété en Floride, une maison futuriste en bord de mer avec un parc aquatique privé, a été construite avec René et les enfants en tête. Elle a été vendue en 2017 pour 38,5 millions de dollars, bien qu'elle ait été listée à 72 millions initialement. Sa maison de Las Vegas, estimée entre 10 et 12 millions de dollars, est devenue un havre de paix pendant ses résidences, soigneusement conçue pour le confort, la discrétion et la sécurité. À Montréal, son domaine sur l'île Gagnon, estimé à 25 millions de dollars, reste l'une des propriétés de célébrités les plus emblématiques du Canada. Et à Paris, elle conserve un appartement discret, un clin d'œil au public européen qu'il a adopté bien avant Hollywood. Elle a également investi dans des projets plus personnels, comme Nickel Grill et Bar, une chaîne de restaurants décontractés cofondée au Québec, ou Célinou Nounou, une ligne de vêtements pour enfants progressistes et non genrés. Aucun de ces projets n'a généré des revenus comparables à ceux de Las Vegas, mais ils portent tous l'empreinte de Céline, une femme qui n'a jamais oublié d'où elle venait, qui a toujours voulu redonner, partager, construire pour sa famille. Et puis, il y a la maladie, ce combat qui a tout bouleversé, qui a failli lui voler sa voix, son outil le plus précieux, sa raison d'être. Les signes étaient là depuis longtemps, masqués par sa posture habituelle de guerrière, par sa détermination à ne jamais montrer sa faiblesse. Dès 2008, lors de la tournée Taking Chance, Céline ressent des tensions inhabituelles dans les cordes vocales, une incapacité à tenir les notes aiguës aussi longtemps qu'avant, une fatigue anormale après les concerts. En 2012, les symptômes deviennent plus difficiles à ignorer. Elle s'évanouit lors d'une répétition et est diagnostiquée avec une faiblesse des cordes vocales. Malgré tout, elle continue de se produire, refusant d'annuler, refusant de décevoir.
En 2018, elle doit reporter plusieurs spectacles à Las Vegas et révèle souffrir d'une affection rare de la trompe d'Eustache, altérant son audition et son équilibre. Mais la vérité complète n'émerge que 4 ans plus tard. En décembre 2022, Céline annonce publiquement, dans une vidéo émouvante sur Instagram, qu'elle a été diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide, SPS, une maladie neurologique auto-immune extrêmement rare qui touche environ une personne sur 1 million. Le SPS provoque des raideurs musculaires incontrôlables, des spasmes douloureux, une mobilité réduite, et dans son cas, d'importantes difficultés à chanter. Je fais face à des problèmes de santé depuis longtemps, confie-t-elle, la voix tremblante. Récemment, on m'a diagnostiqué une maladie neurologique très rare qui touche environ une personne sur 1 million. Malheureusement, ces spasmes affectent chaque aspect de ma vie quotidienne. Le diagnostic choque le monde entier. Les fans, habitués à la voir performer avec une énergie apparemment infinie, comprennent soudain qu'elle endurait depuis des années des douleurs physiques intenses, qu'elle chantait en luttant contre son propre corps. Sa tournée Courage de 2023 est annulée. Les résidences à Las Vegas, autrefois source de revenus majeurs, sont reportées indéfiniment. Des rumeurs circulent, remontera-t-elle un jour sur scène? Chantera-t-elle à nouveau? Pourtant, Céline n'abandonne pas. Aux côtés de ses 3 fils, René Charles et les jumeaux Nelson et Eddie, elle entame un programme quotidien intensif de thérapie physique, vocale et neurologique. Sous la supervision du docteur Amanda Piquet, spécialiste en neurologie auto-immune à l'Université du Colorado, elle se consacre à sa rééducation avec la même discipline qu'il avait portée lors de ses tournées mondiales de 100 spectacles par an. Elle suit des traitements IVIG, une gestion agressive des symptômes avec un mélange de médicaments et de thérapies personnalisées. Elle s'entraîne, elle lutte, elle refuse de se laisser définir par la maladie. En juin 2024, le monde la regarde avec admiration lors de son retour surprise à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Depuis la Tour Eiffel, elle interprète l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Elle apparaît plus fragile, la voix moins puissante qu'avant, mais lumineuse, habitée par une émotion pure. Ce n'est plus la virtuosité vocale d'antan, c'est une performance de courage, de grâce, de survie. Pour une femme dont la voix avait autrefois brisé des vers et ému des millions, il s'agit désormais de chanter pour vivre, pour exister, pour honorer ceux qui croient en elle. Ce retour n'est pas seulement symbolique. Céline Dion se bat toujours, non seulement pour chanter à nouveau, mais pour vivre pleinement, pour être là pour ses enfants, pour continuer à écrire son histoire. Aujourd'hui, en 2025, Céline s'est retirée des projecteurs. Sa voix, jadis son arme la plus puissante, est fragilisée, parfois silencieuse. Mais son héritage est immense, à la fois artistique, financier et humain. Ses 3 fils, René Charles, qui trace désormais sa propre voix dans la musique sous le nom de RC Angélil, et les jumeaux Nelson et Eddie, grandissent dans l'ombre de cette légende vivante. Ils ont vu leur mère tout donner, répéter jusqu'à ce que son corps tremble, rentrer dans la suite d'hôtel pour leur préparer le dîner, essuyer son maquillage de scène pour leur chanter des berceuses, même quand sa voix était trop fragile. Être maman est le plus grand rôle de ma vie, dit-elle souvent, et ces mots ne sont pas préparés pour les interviews. Ils sont vrais, vécus, jour après jour, souvent dans la douleur, toujours avec un but. Céline n'a pas seulement gagné des millions. Elle a acquis une stabilité qu'elle n'a jamais connue enfant. Elle a construit un héritage non seulement dans la musique, mais dans la maternité, en s'assurant que ses fils ne connaîtraient jamais la faim, l'incertitude ou la lente ascension semée d'embûches qu'elle a elle-même vécue en tant que benjamine d'une fratrie de 14 enfants dans une modeste maison à Charlemagne. Pour le monde extérieur, son empire se mesure en dollars, en flacons de parfum, en disques de platine. Mais pour ses fils, il se mesure en souvenirs, leur mère penchée sur les devoirs avec une bouillotte attachée au dos, poussant à travers une séance photo tout en dissimulant les premiers symptômes de la maladie qui finiraient par la réduire au silence. Même avec tout ce succès, tout cet argent, l'histoire de Céline Dion n'a jamais vraiment été une histoire de richesse. C'était une histoire d'amour. Amour pour la musique, pour sa famille, pour les êtres qu'elle a perdus et pour les garçons qu'elle élève seule. Cette fortune de 800 millions de dollars, ce ne sont pas seulement des chiffres dans une banque, c'est une vie entière de sacrifices, de dépassement de soi, d'efforts répétés là où il aurait été plus facile d'abandonner. Alors que va-t-il se passer maintenant? Qui héritera de cette immense fortune? René Charles, l'aîné, semble destiné à une part importante, mais les jumeaux, encore jeunes, auront-ils voix au chapitre? Y aura-t-il des trusts, des fondations, des disputes familiales? L'histoire ne le dit pas encore. Mais une chose est sûre,
Cet argent n'apportera pas la paix s'il n'est pas accompagné d'amour, de compréhension, de respect pour le chemin parcouru par Céline. Cet héritage n'est pas seulement financier. C'est un témoignage vivant de résilience, de courage, de don de soi. Et vous, qu'en pensez-vous? Cet héritage unira-t-il sa famille ou la divisera-t-il? Céline remontera-t-elle un jour sur scène? Pourra-t-elle un jour chanter à nouveau comme avant? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a ému, si elle vous a inspiré, mettez un j'aime, partagez-la avec un ami fan de Céline, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits sur les vies derrière les légendes. Merci d'avoir été là. À bientôt pour de nouvelles explorations.